Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45 dont voici les titres. La conservation des produits agroalimentaires est un casse-tête pour les commerçants. Entre hygiène, exposition à la lumière, à l'humidité et autres intempéries, les aliments sont souvent mal conservés. Et si vous avez envie d'investir dans la terre et que vous avez des difficultés pour accéder au financement, on vous révèle dans cette édition des mécanismes pour en trouver. Enfin, la poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. C'est la période où les dents de lait se mettent en place dans la bouche du nourrisson. De 0 à 5 ans, on en parle. Merci à vous de nous préférer sur Bénin Business 24. De la production à la commercialisation, les aliments franchissent plusieurs étapes, mais la plus importante est celle de leur conservation. En effet, les conditions d'hygiène pour la bonne conservation des produits agroalimentaires ne sont pas toujours respectées par les commerçants ou les revendeurs, ce qui peut constituer un danger pour le consommateur. Obed Dessous et Charlène Kendiho nous en parlent à travers cet élément. C'est un constat patent, presque une habitude. Dans les rues, généralement, les produits agroalimentaires sont exposés à la poussière, au soleil et parfois à la pluie, ce qui constitue un danger pour les consommateurs. Ces produits agroalimentaires, en réalité, doivent être conservés à des températures bien convenables. Maintenant, si ces produits sont exposés au soleil, c'est sûr que ça aurait d'impact sur la qualité de ces produits-là, ce qui aurait certainement des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Quand nous prenons par exemple la tomate en boîte, la boîte de lait concentré, la boîte de lait pique, lorsqu'elles sont exposées au soleil, la rouille les atteint facilement. Et cette rouille égrenée dans le produit que nous voulons consommer après la consommation, à long terme peut causer par exemple des dommages pour l'organisme comme le cancer de l'estomac. Si le soleil lui frappe beaucoup, c'est que les produits chimiques, tout évapore dedans. Ces produits agroalimentaires, ainsi exposés aux intempéries, sont en effet impropres à la consommation. En microbiologie alimentaire, on dit que tout aliment qui est conservé entre 5 et 60 degrés est un aliment potentiellement dangereux parce que c'est dans cet intervalle de température que les micro-organismes se multiplient très souvent. Et un aliment qui devait se périner dans 3 mois, après 6 semaines, est déjà impropre à la consommation. Donc il faut savoir que mal conserver un aliment est toujours nocif pour la santé. Si la bonne conservation des produits agroalimentaires varie d'un commerçant à l'autre, il s'avère important de veiller au maintien de leurs constituants afin de garantir leur qualité gustative et nutritive. La mauvaise conservation des aliments peut amener les aliments à être soit souillés ou contaminés par des agents pathogènes. Je vais parler de bactéries, des parasites, des toxines et même des produits chimiques. Et donc la consommation peut engendrer quelques signes et maladies. En termes de signes, on va parler de la nausée, on va parler des ballonnements, on va parler des vomissements, et également de la fièvre typhoïde et de l'hépatite A. Prendre un soin tout particulier au stockage des produits agroalimentaires, être attentif aux dates de péremption, voilà quelques recommandations à suivre. Et pour assurer la bonne disponibilité des produits agroalimentaires, l'accès au financement et à la terre devient un enjeu important. Malheureusement, les jeunes éprouvent d'énormes difficultés pour y accéder. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et pas à ricocher à la terre? Explication ici avec un ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement.
Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais, c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui, à leur tour, mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Sur un autre registre, l'apparition des premières dents d'un bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents. Mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes successives délicates qui peuvent s'accompagner d'inconfort et de douleur. Mais alors, comment cela se passe-t-il et quelles sont les précautions à prendre pendant cette période? Paulette Ehaka et Amandine Anyambossou se sont intéressées au sujet. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois, les gencives sont restées vierges. La dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heure de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine.
Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Allons à présent sillonner les routes du Niger, plus particulièrement l'axe qui mène vers le Nigeria. Des routes dégradées et dangereuses en cause l'insécurité qui sévit au Niger et au Nigeria. Depuis plusieurs années et la montée de l'insécurité, les routes du Niger se sont vidées. Salifou Saleh loue habituellement ses véhicules et guide ses clients dans la région de Zinder, proche du Nigeria. Aujourd'hui, ces sorties sont bien plus rares qu'auparavant. S'il n'y avait pas cette insécurité, ça ne serait pas comme ça. En ce moment, ce ne sont que les projets humanitaires qui font tourner les transporteurs comme moi. Le commerce, en général, ne tient que grâce à ces projets. Sur cet axe qui mène au Nigeria, le Niger a obtenu des accords de financement de la Banque africaine de développement, près de 140 millions d'euros, principalement pour bitumer la chaussée sur 110 km. L'état actuel de la route multiplie les risques d'attaque ou de braquage. Rester coincé dans un de ces trous fait du conducteur une cible facile des deux côtés de la frontière. La voiture qui doit aller chercher les produits au Nigeria ne peut pas aller chercher 10 tonnes d'un coup à cause de la route. Je suis obligé de transporter des tranches de 2 tonnes. Si la route s'améliore, je vous le dis, même l'insécurité va diminuer. Avant la multiplication des attaques dans le nord du Nigeria, Salifou faisait réparer ses véhicules dans le pays. Un gain de temps et d'argent. De l'autre côté de la frontière, les pièces automobiles sont plus disponibles et moins chères qu'au Niger. À Zinder, comme dans tout le sud du pays, les garages dépendent eux aussi des aléas sécuritaires dans la région. Même les véhicules dont on commande les pièces, les bandits les braquent. Ils arrachent les affaires des gens, leur argent. Il y a vraiment un problème. C'est pour ça que les gens disent maintenant chercher des pièces automobiles uniquement là où ils sont. Ils prennent ce qu'ils peuvent et ils les montent. Dans le nord du Nigeria, Boko Haram, mais aussi d'autres groupes armés, ont provoqué la fermeture de la frontière avec le Niger à plusieurs reprises. C'est tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.